Histoire d'éveil spirituel et d'élévation de conscience, Curiologie, c'est le podcast des connectés qui cherchent des réponses au-delà du réel. Décroche ta ceinture et prépare-toi à voyager avec notre invité de la semaine. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Curiologie. Aujourd'hui, je suis avec Christian Dupont. Christian, il est auteur, écrivain, mais pas que, il y a toute une vie derrière où tu as fait plein de choses. Bonjour Christian. Bonjour. Est-ce que tu peux te présenter du coup ? Oui, ça y est, la présentation est faite. Bon, effectivement, je suis actuellement surtout auteur-écrivain. Enfin, je suis auteur d'essais philosophiques, de romans aussi. Je suis assez prolifique en matière de chansons. J'ai fait à peu près 500 chansons. Et dont certaines ont eu un certain succès, et notamment, j'allais dire récemment, mais en fait, c'est pas si récent que ça, j'ai eu un disque d'or sur une chanson très rock'n'roll et très blues, avec influence blues. Ah oui, c'est quoi ? Oui. Paul Person. Ah oui ? C'est laquelle ? Laquelle ? C'est un album qui s'appelle Rêve sidéral d'un naïf idéal. Excellent. Et en fait, de Rêve sidéral, il y a surtout un diagnostic assez féroce sur notre actualité et la société dans laquelle on vit. La chanson qui a eu le plus de succès dans cet album, c'est Loco Loco. Ça fait penser à une locomotive, mais ça fait penser aussi à Loco Loco, Folingue, Folingue. Et cette chanson a eu beaucoup de succès à l'époque quand il y a eu une grève de la SNCF. Et à ma grande surprise, les grévistes la passaient dans la gare. Ok. Ouais. Alors on a des surprises comme ça dans la chanson. C'est assez gratifiant parce que on peut être en voiture, rouler, on pense à autre chose. Bon, la radio est en marche, et tout d'un coup, on entend une de ces chansons qui passe. On se dit, oh, ça c'est génial. Et voilà, je suis en train de rouler et je ne fais rien et je suis en train de gagner ma vie. Ah ouais, c'est drôle. Puisque là, fatalement, j'aurais des droits d'auteur sur un passage public comme ça. Ah oui. Alors bon, c'est des petits plaisirs comme ça, assez agréable. Mais la vie d'auteur, soit auteur de chansons, soit auteur d'ouvrages, d'essais et de romans, c'est une vie aventureuse, avec des hauts et des bas. On a tout d'un coup, d'une manière inattendue, on a quelque chose qui part très fort, très vite, et puis pendant 5 ans, 6 ans, 7 ans, c'est le calme absolu. Et c'est pas forcément le vide, parce qu'on a des amis qui ne nous lâchent pas, mais c'est plutôt très calme. Hein. Et à ce moment-là, il faut être obstiné et courageux, et comment dire, ben voilà, ne pas se décourager, insister. C'est relativement facile, d'ailleurs, quand on a la passion de l'écriture. Hein. D'accord. Parce que ça ne faiblit pas, ça continue. Ça, même en période de creux, ça continue. Et du coup, peut-être que ce temps de calme, tu l'as utilisé aussi pour réfléchir un peu à toutes ces choses de la vie, de l'univers. J'ai vu que tu as quand même produit des livres sur ça. Hein. Du tout. Oui, enfin, bon. Il y a des livres,
j'ai des livres qui sont, je pense à un des titres qui est c'est Cannibale en Basse-Ardèche, et apparemment c'est un truc horrible, mais c'est pas si horrible que ça. Ça par exemple, c'est un bouquin que j'ai fait, c'est une fantaisie, c'est une fiction qui relate les aventures post-mortem de quelqu'un qui est en état de mort clinique. Sa mort clinique va durer en réalité peut-être 1 minute ou 2 minutes et guère plus. Mais lui, dans ce qu'il va vivre pendant ces 2 minutes, ça va être une suite d'aventures qui vont se dérouler sur au moins 1 année complète. Ah oui. Oui. Et alors, c'est un sujet qui m'intéressait parce que la mort clinique, je l'ai subie quand j'étais tout gamin. D'accord. Ce qui fait que, enfin, j'étais condamné à mort. Bon, j'étais condamné à mort, c'est-à-dire que j'ai le souvenir, j'avais 6 ans. J'avais chopé une maladie qui m'asphyxiait totalement, les poumons ne fonctionnaient plus, plus rien ne fonctionnait. On m'avait mis sous un médicament qui avait bloqué les reins. Bon, c'était une catastrophe complète, et je souffrais tellement que je disais, je veux mourir, je veux mourir, je veux mourir. Et ce qui n'arrangeait pas le moral de ma mère. Bon, et comment dire, j'ai le souvenir très très précis d'être allongé. De toute façon, j'étais allongé en permanence. Et il y avait au pied de mon lit 3 médecins. Le médecin traitant avait convoqué 2 de ses confrères. Ma mère, à côté d'eux, était en larmes. Elle avait récupéré mon père, avec qui elle avait divorcé, en lui disant que j'allais passer de l'autre côté et que ça serait bien quand même qu'il soit là pour assister au décès de son fils. Donc mon père était là, gêné mais imperturbable, et les 3 médecins se consultaient, et je les revois encore très très bien. Et à un moment, ils se mettent d'accord en disant, de toute façon, c'est pour cette nuit, alors on le met sous une dose massive de morphine. C'est pas la peine qu'il souffre davantage. Et donc j'étais programmé pour mourir cette nuit-là. Et le lendemain matin, j'étais pas mort. J'étais pas mort parce que la dose massive de morphine avait totalement effacé la douleur, et il y avait encore peut-être quelque chose de bon dans la vie, un état sans douleur. Et est-ce que c'est ce constat qui m'a tenu en vie? C'est ce que je suppose. Une sorte de réconciliation via la dose de morphine. Bon, et ce qui fait que le lendemain matin, effectivement, j'étais pas frais comme un gardon, loin de là, mais j'étais toujours vivant. Et entre-temps, ben, je m'étais promené d'une certaine façon dans cette autre partie du monde où la douleur n'existe pas. Et donc, j'avais envie de retracer un petit peu, en m'amusant et sans me priver d'aller dans la fantaisie, mais en respectant quand même certains itinéraires très 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 précis de ce que l'on vit quand on est dans cet état-là. Et donc, tout ce bouquin retrace
disons d'une manière également humoristique et pas trop dramatique. Hein. Bon, ce que n'importe lequel d'entre nous peut vivre en état de mort clinique. T'as vu des personnes aussi? T'as vu des personnes là-bas? T'as rencontré des gens quand tu t'es promené? Dans mon voyage? Oui. Dans mon voyage en question? Ah mais oui. Oui, parce que à un certain moment, bon, on entre dans ce couloir lumineux dont on ne sait à quoi il va aboutir. C'est en l'empruntant. Mais on l'emprunte malgré soi parce qu'on est propulsé là-dedans comme une fusée quasiment. Bon, donc je suis parti à fond, à toute vitesse dans ce couloir lumineux d'une blancheur bleutée, comme un bain de lumière, et en allant très très vite. Et au passage, j'ai vu défiler plein d'épisodes de ma vie d'avant. D'avant, de pas celle où oui, tu mais avais 6 ans, mais dans le roman. Hein. C'est-à-dire que là, on est en train de mélanger deux choses. Oui. On mélange mon expérience vécue en tant que très petit enfant, et puis et on mélange aussi la fiction que j'ai élaborée dans le roman en question. D'accord. Et ce que je viens de dire sur le couloir lumineux, etc., bon, c'est un rappel de ce que j'ai vécu, mais avec une illustration d'auteur, hein, au passage. C'est-à-dire que, par exemple, la vision de tous mes états antérieurs vécus, en supposant que à ce moment-là, je n'ai pas 6 ans, mais je suis devenu un adulte. Oui. Hein, mais dans la réalité, voilà. T'as vécu ça aussi, t'as vécu ce tunnel. Alors, cette je l'ai vécu aussi, mais surtout, c'est l'arrivée que j'ai. C'est l'arrivée que j'ai vécue. Et à l'arrivée, m'attendait ma mère, mon père et mon parrain. Et mon parrain, qui était un homme, une sorte de substitut paternel, parce que mon père était un personnage peu intéressant et peu agréable. Et j'avais dû faire un transfert d'identité filiale sur mon parrain, qui était un homme d'une grande honnêteté. Donc, ils étaient là à m'attendre. Et arrivé devant eux, évidemment, la course se terminait, je me suis arrêté. J'avais le choix entre je reste avec eux ou je repars en arrière. Si je reste avec eux, je serai, pour les vivants, je serai mort. Ouais. Si je repars en arrière, j'ai encore toute une vie, toute une existence à honorer. Et là, la question qui m'est posée, que me pose ma mère, que me pose notamment mon parrain, c'est sans doute la question que pose Charon, le passeur du Styx, quand il voit les âmes des morts arriver. Il leur demande est-ce que tu as accompli ton existence? Est-ce que tu as tout accompli? Si tu dis oui, je pense que oui, ok, tu peux monter dans la barque et on passe de l'autre côté. Mais si ce n'est pas le cas, désolé, mais la barque n'est pas pour toi. Il va falloir compléter ton existence. Ok. Ok? Oui. Et c'est à peu près la question que me pose mon parrain et que me pose ma mère. Et mon père aussi, quand même, qui me dit, bon,
est-ce que tu as bien accompli ta vie? Tu n'as pas de regrets? Je dis, non, j'ai l'impression que non. Non, j'ai pas fait tout ce que j'avais besoin de faire. Ok, alors demi-tour. Et voilà. Et même si dans la vie terrestre, il y avait de la douleur, il y avait de la souffrance, ça n'a pas empêché de dire oui, non, c'est pas fini. Bon, alors c'est vrai que c'est pas forcément un cadeau, mais c'est une sorte de règle du jeu. Enfin, je l'interprète comme ça, hein, mais ce serait laquelle alors? C'est quand on sait pas accompli. Ce n'est pas transgressé. On peut pas transgresser cette règle. C'est-à-dire que l'existence telle qu'elle se vit avec du plaisir et de la douleur, avec du bonheur et du malheur, avec des facilités et des obstacles. C'est le propre même de l'état matériel dans lequel on est. Alors, en quelque sorte, pour s'accommoder de ces contradictions et de ces difficultés, il faut peut-être développer un art de vivre. Ou de quelle façon exister en acceptant la règle du jeu. Si on trouve, d'où le développement d'une quantité de philosophies différentes, qui quasiment toutes ont pour objectif de nous proposer une règle du jeu. C'est vrai. Et une façon donc d'assumer l'existence dans toutes ses composantes, dans ses difficultés et ses gratifications. Et du coup, ça fait de toi un enfant assez spécial et t'es revenu avec cette philosophie. Eh bien, du coup, primo, ça a effacé la peur de la mort. Ah oui, bah oui. Donc, je dois reconnaître que pendant la guerre, donc les bombardements, les mitraillages, un jour je me suis fait mitrailler, j'étais en bicyclette, j'allais au village et j'étais avec mon beau-père, on roulait côte à côte sur la route et tout d'un coup on voit deux avions, deux doubles queues qui arrivent vers nous. Mon père me dit saute dans le fossé et ils vont nous voir. On saute dans le fossé et les avions passent en mitraillant la route. Aucune peur. Ah oui. Aucune peur. Oui, on accepte et puis c'est comme ça. Et si je m'en vais de l'autre côté, c'est que c'est la fin de ma mission. Voilà. Et alors, il y a eu d'autres occasions comme ça où effectivement il y avait des bombardements, il y avait des explosions, tout ça. Aucune peur, aucune. Alors, il y a une part d'inconscience aussi peut-être quand on est gamin. On est peut-être d'un optimisme absolument injustifié, mais qu'il y ait un potentiel vital peut-être important. Je sais pas. Mais toujours est-il que ça a continué comme ça. Je n'avais vraiment aucune peur de la mort. Mais en même temps, la question permanente qui m'était posée dès mon plus jeune âge, c'est qu'est-ce que je fais ici? Mais quel est le sens? Quelle est la signification de notre présence ici, de notre existence, de notre vie? J'aimerais avoir une réponse. Et donc, on se met à chercher des réponses partout où on pense pouvoir en trouver. Et c'est extrêmement décevant quand on a 7, 8 ans, 10 ans, 12 ans. Je me souviens donc
on arrivait en 6e au lycée, on a un prof de français, le prof de français, tiens, il s'intéressait un petit peu à ce genre de questions. Ah, c'est rare. À l'époque, c'est très, étonnant. très rare. Ah, j'étais vraiment soulagé parce que je me disais, bon, là, je vais peut-être apprendre certaines choses. Eh bien, ça a été le seul prof de français que j'ai eu pendant toute ma scolarité jusqu'au bac, qui se soit intéressé à ce genre de choses. Tous les autres étaient vigilants sur la forme, c'est-à-dire que on pouvait raconter n'importe quelle histoire, n'importe quelle ânerie, n'importe quelle banalité. L'essentiel, c'est que ça soit bien écrit, dans les bonnes règles de la syntaxe, etc. Et donc, j'ai quand même assez souffert jusqu'au bac. Et par bonheur, j'avais choisi philosophie et alors là, je me suis senti, mais alors comme un poisson dans l'eau. On avait un très bon prof de philo et c'était assez une année passionnante. D'accord. Bon, le prof en question m'avait sans doute bien repéré parce qu'un jour il m'a convoqué chez lui et il m'a dit, bon, est-ce que vous pourriez envisager, mon cher Dupont, de devenir prof de philosophie? Alors j'étais étonné, mais en même temps flatté. Il m'a dit, sincèrement, je vois comment vous réagissez, l'intérêt que vous portez à toutes ces matières et la facilité que vous avez, je vous vois très bien. Je lui dis, oui, mais il y a un petit problème. C'est que, vous le savez comme moi, il y a une épreuve en latin. Et le latin, j'ai abandonné en 6e, parce que je n'accrochais absolument pas. Et j'ai le latin en horreur, et je ne vois pas comment je pourrais suivre un cursus pour devenir prof de philo si je ne peux pas passer l'épreuve en latin. Et ce qui fait que, quand j'ai empoché donc mon bac philo, c'est vers la psy que je me suis dirigé. D'accord. Et donc, je pensais que la psychologie sortirait, disons, des hypothèses philosophiques qui sont innombrables pour me livrer des faits expérimentaux qui se rapprocheraient davantage d'une démarche scientifique. D'accord. Donc, j'ai opté pour la psy. Et ça a été une autre déception. Oh mince. D'accord. C'était une autre déception parce que la psychologie, en fait, était très marquée par les problèmes d'adaptation de l'individu au monde tel qu'il est, et notamment au monde occidental tel qu'il est, avec ses règles, et je dirais aussi ses vices. Bon. Une des armes prioritaires donc de la psychologie, c'était les études statistiques, les sondages et toute une série de tests qui mesuraient la sociabilité de chacun. D'accord. J'avais le choix entre 3 options qui étaient psychologie de l'enfant, psychoclinique ou psychotechnique. La psychotechnique, je vais revenir plutôt à la fin, psychotechnique. La psychoclinique,
c'est tous les problèmes mentaux, schizo, parano, etc., hébéphrénie, tous les problèmes mentaux que les uns et les autres nous pouvons éprouver, et certains plus que d'autres, et comment, si possible, les soigner. La psychoclinique, étant donné que moi, j'avais un passé quand même assez chargé, je ne me voyais pas faire de la psychoclinique au quotidien. Donc, éliminer. La psychologie de l'enfant, c'était très intéressant, parce que là, il y avait notamment un auteur qui Piaget, qui était très pertinent, très avancé, et très respecté dans le domaine. Psychologie de l'enfant, c'était intéressant. Mais pour trouver une embauche facile et bien rémunérée, l'idéal c'était la psychotechnique. C'est-à-dire, la psychotechnique, en réalité, je me suis rendu compte très vite que le psychotechnicien était en quelque sorte au service du patron d'un ensemble commercial ou d'une usine ou d'une unité de production pour que les rendements deviennent optimum. Mon Dieu. C'est-à-dire que, en tant que psychotechnicien, j'aurais été chargé d'examiner et d'analyser tous les gestes de tel ouvrier travaillant à la chaîne pour éliminer les gestes superflus qui nous font gagner quelques secondes d'efficacité. Bon, aussi examiner les rapports entretenus sur le plan de la sociabilité avec les confrères, mais aussi avec la hiérarchie, etc., etc. Bon, bref. On est loin de la recherche de sens, hein. Très loin. très loin. Donc, psychotechnique, je ne me voyais pas me vendre ma peau comme ça. Ah oui. Bon. Qu'est-ce que j'allais faire? Mais entre-temps, je m'étais passionné pour le jazz, la musique. Pourquoi? Parce que dans les accents du blues, j'avais trouvé une fraternité. J'avais trouvé des gens qui vivaient comme moi. Et notamment, il y avait un morceau de Louis Armstrong qui m'avait complètement chamboulé. C'était St. James Fitzfarmary, où Armstrong, dans cette chanson-là, était à l'hôpital devant le cadavre gisant de sa femme qu'il venait de perdre, et où il disait toute sa peine. Et ça coïncidait tellement avec des émotions que j'avais gardées pour moi, que je n'avais jamais exprimées, que en quelques secondes, j'ai été converti au blues. D'accord. Et je suis devenu un nègre blanc. J'ai changé de couleur. Vraiment. Je cessais d'être occidental à partir de ce moment-là. Pour moi, c'est limpide. Et donc, j'ai acheté une clarinette, j'ai appris à jouer de la clarinette, et je me suis intégré à un jazz club qui s'appelait le Hot Club de France, et je suis devenu un très bon bluesman à la clarinette. Excellent. Bon. Ensuite, ça c'était quand j'étais au lycée, déjà. Bon, donc c'était à Laval, dans la Mayenne. Ensuite, je suis parti à Rennes, à l'université pour faire les études de psy. Bon, et là, à Rennes, j'ai intégré un autre hot club où j'ai joué, donc, je jouais aussi de la clarinette dans le style blues New Orleans, mais entre-temps, il y avait une révolution dans le jazz qui était la révolution du bebop, et avec l'apparition de Dizzy Gillespie et de Charlie Parker. Et Charlie Parker, qu'on appelait The Bird,
était un saxophoniste absolument prodigieux. Comment dire, il avait inventé un langage qui était proche de celui des oiseaux. Et c'est pour ça qu'on l'avait surnommé The Bird. Et donc je suis passé au saxophone alto en essayant comment dire, de prendre les leçons de Charlie Parker. Et quand j'ai décidé que la psy c'était terminé, je voulais plus en entendre parler, je suis monté à Paris avec mon saxophone alto en disant je vais faire ça. Génial. Je vais être musicien de jazz. Et là, j'ai rencontré des saxophonistes, mais qui étaient d'un niveau bien supérieur au mien et qui jouaient jusqu'à 3 heures du matin pour vraiment pas grand-chose, qui avaient du mal à gagner leur vie et qui m'ont dit ça va être très dur pour toi, ça va être très très dur. Et j'ai persévéré 2 mois, 3 mois, jusqu'à épuisement de mes économies. Et ben là, il fallait bien que je fasse quelque chose. J'ai fait des petites annonces et j'ai pris un emploi de psy. Et j'ai pris un emploi de psy, mais pas psychotechnique. On m'a demandé j'étais pris à la condition que j'accepte de m'initier aux nouvelles techniques de l'audiophonie. Donc j'ai fait un stage chez le champion de l'époque qui s'appelait le docteur Tomatis. Et sorti de ce stage, je me suis retrouvé donc en action, responsable de comment dire, d'un ensemble de soins. J'avais 6 cabines, mon bureau, 6 cabines, et des gens que je recevais qui avaient des difficultés soit auditives, soit phoniques, c'est-à-dire bègues, dyslexiques, toutes les difficultés qui étaient liées au départ à un handicap auditif. D'accord. C'est-à-dire que, bon, je vais résumer brièvement, on est tous latéralisés, on est tous droitiers ou gauchers, mais de tout, de la main, de la jambe, de l'odorat, des yeux et des oreilles. Okay. Et chez certaines personnes, cette latéralisation est croisée, elle n'est pas homogène. C'est-à-dire certains peuvent être droitiers de l'oreille et gauchers de l'œil, c'est-à-dire avoir le contrôle directif de leur vision piloté par l'œil gauche. Bon, ça fait des latéralités croisées qui créent des problèmes. D'accord. Des problèmes énormes. Alors donc mon boulot c'était en tant que spécialiste de la chose, c'était de déceler, de faire passer des tests d'abord pour déceler ces problèmes de rupture de latéralisation, et je disposais de certains appareils qui me permettaient progressivement de rééduquer la partie défaillante. D'accord. Pour rétablir une latéralisation homogène. Voilà. C'était intéressant. Mais là-dedans, tu as trouvé du sens cette fois ou... Alors, j'y suis resté 2 ans. Ah oui, ouais. La première année, c'était passionnant parce que j'apprenais beaucoup de choses et puis j'étais efficace. La deuxième année, je n'avais plus rien à apprendre, je savais tout ce qu'il y avait à savoir dans le domaine. Donc, j'allais répéter ça toute ma vie. Or, pendant que je mettais mes patients
en action dans leur cabine. Dans mon bureau, j'écrivais. Ah. J'écrivais beaucoup. J'avais plein de choses à dire. Et je ne pouvais les dire qu'à mon cahier. Je pouvais les dire à personne d'autre. Donc j'écrivais beaucoup. À propos de quoi alors? Ce dont on parlait au début, hein, c'est-à-dire dans quel monde on vit, dans quelle culture, quelle est la valeur de cette culture héritée dans laquelle on baigne dès notre petite enfance et que l'on accepte comme si elle allait de soi, alors qu'il y en a bien d'autres, hein, qui sont fort différentes. Bon, c'est intéressant. Ce qui m'intéressait, c'était, à partir de certaines intuitions personnelles, qui provenaient donc de mes expériences premières dont on a parlé au début, bon, ça m'avait donné quelques points de repère qui étaient à peu près sûrs. Et sur ces points de repère, j'essayais de reconstruire tout un système d'interprétation du monde qui soit dans une continuité logique avec ses premières bases. Donc, c'était une opération d'une ambition énorme parce que il s'agissait donc de reconstruire toute une culture différente qui n'existait pas ou qui, si elle existait, je ne l'avais pas rencontrée et je ne savais pas où elle se trouvait. Et j'ai fini par trouver où elle se trouvait. Elle se trouvait en grande partie dans le bouddhisme et dans le taoïsme. Oui. Je dis bien en grande partie, parce que il y a quand même une grande différence entre les deux. Il y a d'abord l'acuité analytique absolument incroyable du Bouddha, qui a fait un travail absolument prodigieux, quoi, sur la cause même de la douleur, hein, et sur sur la chaîne des 12 causes et effets qu'il a su nommer et qui aboutissent tous donc au désir et à la maîtrise du désir. Bon, alors comment dire, ça m'a passionné. Ça m'a passionné de découvrir ça. Et un peu plus tard, ce qui m'a passionné, c'est le taoïsme, dans la mesure où il ne parlait plus, dans le Tao, on ne parle pas tellement de la douleur et de la souffrance. On parle surtout de l'éternité et de comment dire, je repense à ce que dit Lao Tzu à propos de l'origine de tout. Il fait allusion à, mais on va partir trop loin là si je pars de ça, il fait allusion à ce qu'il appelle la femelle obscure. Et donc pour lui, c'est assez curieux d'ailleurs, l'origine même de tout ce qui existe serait plutôt de nature féminine que de nature masculine. Et c'est un indice intéressant, à savoir que notre existence, le fait d'exister, ça passe d'abord par une transition féminine, un passage féminin. Oui. Bon, les hommes, qu'est-ce qu'ils font là-dedans? C'est une des questions. Bon, on va pas partir tout là-dessus, mais c'est une des questions quand même intéressantes à poser, quoi. Bon,
Ça m'a toujours passionné de pouvoir, comment dire, de pouvoir me situer au plus loin de mes origines avant même d'apparaître à l'existence sous forme d'un bébé vagissant. Auparavant, j'étais sans doute au sein de cette femelle obscure et en attente d'existence. Et une fois venu à la lumière, venu au jour, il fallait que je devienne un homme, c'est-à-dire que j'applique les règles du jeu. On y revient. On y revient. Il y a une sorte de partage, de partage même chronologique des responsabilités, à savoir la source première serait donc de nature féminine, mais la gestion même de l'existence, une fois que l'existence est apparue, serait un rôle plus austère, qui serait le respect des lois. Des lois, pas des lois humaines, hein. Les lois cosmiques. Des lois universelles. C'est-à-dire ce que je disais, la règle du jeu de l'existence, ou l'art d'exister. Bon. Ça veut pas dire que la femme n'a pas également ce rôle, hein. Ça veut pas dire que l'homme soit dépourvu aussi de cette appartenance initiale féminine. Tout ça, on retrouve, comment dire, l'imbrication du yin et du yang. Oui, hein. c'est ça que je pensais, oui. Voilà, tout ça, ça se complète pour former la totalité. Et cette totalité est très intéressante parce que c'est la totalité de l'existant et de l'être. C'est-à-dire que avant d'exister, nous sommes la femelle obscure dont parle Lao Tzu. En réalité, c'est l'être. Et nous, en ce moment, nous parlons, on fait du bruit, etc. On existe. Nous sommes sortis de l'être. Il y en a une partie de nous qui y demeure, mais c'est notre partie totalement subconsciente. Je sais pas si tu me suis là. Pas trop. Pas trop, hein, c'est bien, c'est ce dont j'avais l'impression. Oui. Grosso modo, ce qui m'a intéressé, notamment dans les derniers essais que j'ai faits, c'est d'éclairer au plus près la notion d'éternité. Okay. Alors, l'éternité, c'est quand même un drôle de truc, parce que on se dit oui, l'éternité, il n'y a pas de problème, c'est très simple, il n'y a pas de commencement et il n'y a pas de fin. C'est ça l'éternité. Bon, on voit tout de suite de quoi il s'agit. Bon, mais en fait, on voit rien du tout, parce que on le conçoit. On le conçoit, on dit il n'y a pas de commencement, il n'y a pas de fin, mais on ne le vit pas. Si je dis, dans ce que tu tiens là, à la main, et dans ta présence ici, est-ce que tu réalises qu'il y a une partie de ce qui te compose, de ce qui compose ton existence, a toujours existé, Oui. Avant ta naissance, avant des milliers de naissances qui ont pu être les tiennes, ça a toujours existé. Il n'y a jamais eu de début. Il n'y a jamais de fin non plus. C'est ça l'éternité. C'est-à-dire que il y a une permanence substantielle du monde, de l'univers entier. Sous quelle forme?
Matériel, oui, mais pas seulement. Et avant d'être matériel, vibratoire, oui, sans doute. Énergie, oui, sans doute. Bon, qu'importe, on ne le sait pas forcément encore, mais tout ce qu'on sait, c'est que ça a toujours été, ça n'a jamais eu de début, et ça n'aura jamais de fin. Et ce dont nous sommes faits, ce qui nous compose et ce qui compose absolument tout, était là depuis des Big Bang et des Big Bang et des Big Bang. En veux-tu, en voilà. On s'imagine, enfin nos hommes de science actuels sont fascinés par notre petit Big Bang personnel. Ouais. C'est-à-dire en sous-entendant qu'il est la source même, qu'il est unique. Mais il y en a eu. Mais il y en a eu. Une fois qu'on a compris que l'on porte en soi l'éternité des Big Bang, mais il y en a eu. Combien? Combien? Des univers. Il y en a eu combien? Et combien il y en a actuellement? Aussi. Aussi. C'est-à-dire, bon, on peut imaginer qu'il y ait une totalité non pas de l'essence ou de l'existence, mais de ce que j'appelle la substance. La substance, disons, c'est la source élémentaire. Bon. Je disais tout à l'heure, pour l'instant, on ne sait pas encore d'une manière absolument pertinente quelle est la nature même de cette source. Bon, on l'appelle substance. Cette substance est comme une boule de glaise que l'on peut façonner à volonté. Je vais lui donner la forme d'une bouteille, et puis je vais effacer la bouteille, je vais lui donner la forme d'un visage. Je vais effacer le visage, je vais lui donner la forme d'un chat, un chat, etc. Je vais pouvoir lui donner toutes les formes possibles et imaginables sans avoir jamais ajouté un seul élément, puisque tout est déjà là. Tout est déjà présent. Et que rien ne se perd non plus. C'est ça l'éternité. À partir du moment où on vit, où l'on vit cela, c'est-à-dire on ne le conçoit plus. Ça, c'est une facilité. Non. Une fois qu'on l'intègre et que l'on sait que on a toujours été là, pas moi dans ma forme actuelle, ni dans ma pensée actuelle, évidemment, mais dans la source même qui a composé tous mes atomes et qui a structuré cette multitude d'apports. Bon, je ne sais plus ce que je voulais dire. D'accord. C'est des choses qui arrivent. Moi, j'ai une question aussi. Oui. Comment tu as trouvé toutes ces réponses? Comment c'est venu? Tu disais, tu écrivais beaucoup. Comment j'ai trouvé? Ouais, toutes ces réponses. Tu me parlais d'intuition, mais il y a un moment donné, est-ce que tu as vécu peut-être d'autres expériences qui t'ont amené des réponses un peu plus concrètes quand même? Parce que là, c'est vrai qu'on parle d'univers, d'éternité et compagnie, tout le monde n'est pas capable de trouver des réponses tout seul là-dessus. Ouais. Alors, bon, je vais, comment dire, je vais avouer que j'ai eu plusieurs expériences dites paranormales. Mais je suis pas sûr que ces expériences paranormales m'aient donné des réponses explicites. Il a bien fallu après, c'était surtout des émotions, des sensations. Bon, par exemple, j'ai été souvent accompagné, quand j'étais dans des crises de découragement et de désespoir, m'apparaissait une femme
Je n'ai jamais pu voir son visage. Elle était grande, belle. Elle se situait toujours à 15 mètres de moi, à peu près, de l'autre côté, sur l'autre rive d'une rivière. Et elle venait me dire, je suis là, je suis avec toi, je serai toujours là, et ça suffisait à me rasséréner, à effacer mes angoisses. Et je trouvais cette femme absolument sublime. Et, et j'éprouvais vraiment un amour équivalent à celui qu'elle me donnait. Qui était-elle? Je ne sais pas. Elle est revenue souvent. Elle est revenue assez souvent. Alors on va me dire c'est un rêve. C'est vrai qu'elle apparaissait souvent dans un rêve. Mais quelquefois, non. Ah oui. Non. Quelquefois, c'était justement quand j'étais totalement désespéré, que là, elle arrivait. Alors c'est curieux parce que j'avais envie donc d'abord de voir son visage que je n'ai jamais vu et de lui donner un nom. Mais c'était pas celle qu'on appelle la Vierge Marie ou la Sainte Vierge. Peut-être un peu, je sais pas. Je pensais à Athéna. Je pensais à Athéna et je pensais à Isis. Je pense que c'est une seule et même personne. Oui. À la réflexion, ayant réfléchi un petit peu à tout ça, je me suis dit, c'est pas le hasard si je n'ai pas vu son visage. C'est la même entité. C'est la même entité que les Égyptiens ont bien identifié, que les Grecs anciens ont bien identifié, et tant d'autres, et tant d'autres. C'est une présence féminine qui peut prendre toutes sortes d'apparences selon la culture ambiante, selon la nature même des personnes qu'elle contacte ou qu'elle vient apaiser. C'est une entité polymorphe, quoi, qui, je vais dire une entité caméléon, mais ça serait la dévaloriser, et j'aimerais pas du tout continuer à l'appeler comme ça. Mais bon, parce que c'est une personne qui m'inspire beaucoup de respect. Alors il y a eu ça, par exemple. Bon, il y a eu ça. Bon, et puis il y a eu, alors là, le coup le plus énorme que j'ai vécu, c'est le dialogue avec le Christ, quoi. C'est le jour où il s'est trouvé quasiment à ta place, un tout petit peu plus loin. Ah oui. Moi, j'étais là, lui là, était là. C'était sublime. Comment t'as su que c'était lui? Ah ben tout de suite, j'ai vu, après, je lui ai dit, mais t'es le Christ. J'ai dit, mais t'es le Christ. Il n'y avait pas l'ombre d'un doute, hein. C'était bien lui. Et il m'a fait un grand sourire, il m'a fait comme ça. Il m'a fait un grand sourire. Et il a dire, je suis là, vas-y, je t'écoute. Chouette. Dis-moi ce que tu as à me dire. Et puis là, la conversation est partie. Et j'ai vécu un instant de bonheur absolument inimaginable. Ça m'émeut encore. D'avoir été dans une énergie d'amour comme ça?
c'est bizarre. Mm. Excusez-moi. C'est rien. Une amitié absolument extraordinaire. C'est un homme prodigieux. Prodigieux. Je ne sais pas si j'ai le droit d'en parler. T'es pas obligé d'en parler. Il t'a fait... Ça m'est difficile, tu vois. Je suis surpris même par... je suis surpris par l'émotion qui me prend. Je n'ai pas le sentiment d'avoir loupé quoi que ce soit. J'ai le sentiment d'être très très lucide. J'ai vécu des instants inoubliables. Le non-mensonge, la vérité absolue, l'amitié absolue, la liberté de parole totale. Parce que à un moment, je lui ai dit, mais comment peux-tu tolérer ce qui se passe dans une église qui se dit chrétienne et qui ne l'est pas, bon, qui foule aux pieds tout ce que tu as voulu nous apporter, tout ce que tu as voulu initier, et qui continue à se recommander de toi et de ton exemple. Je lui dis, mais pourquoi tu tolères ça? Pourquoi tu tolères? Il me répond toujours avec des phrases très brèves, où les mots étaient comptés et chaque mot avait un sens très très précis. Et à cette question, il a répondu, certains me sont restés fidèles. Et ça suffisait. Certains me sont restés fidèles. C'était comme ça notre dialogue. C'était à mesure qu'il me répondait à mes questions, ça chamboulait tous mes a priori. Lesquels? Eh bien, celui-là, par exemple, je pensais qu'ils étaient tous pourris, les cathos. Sa réponse me disait, ne généralise pas, ne mets pas tout le monde dans le même sac ou dans le même panier. Ce serait un de tes torts. Vois les choses telles qu'elles sont. Certains me sont restés fidèles, certains, dans cette église qui se dit chrétienne et qui ne l'est pas, certains sont chrétiens. Ouais, je pourrais même te dire que j'en connais. J'ai un ami prêtre de 80 ans qui aime le Christ et qui n'est pas du tout comme... voilà. Le prêtre il était tellement bon dans toute sa vie en suivant les enseignements du Christ. C'est tout. Voilà. Il y en a. Le pape actuel, il doit être bien embarrassé parce que il sait ce qu'est le christianisme et il est obligé de faire avec une bande de saloperies, vraiment, et de tenir ça aussi habilement que possible. Bon, ça ne doit pas être la joie pour lui tous les jours. Ouais. Moi, ce que je pense, c'est il y a beaucoup, beaucoup de secrets à tenir, quoi. Lui-même. Oui. Bon, enfin voilà, donc on a eu vraiment une conversation totalement libre. Sur le coup, j'étais incapable de dire combien de temps. C'est après
C'est après, quand j'ai essayé de reconstituer notre dialogue, que je me suis dit, bon, eh ben, ça a dû durer 10 minutes. Ah oui. Mmh. Ça a dû durer 10 minutes. Et alors, il faut dire que ça s'est passé dans des circonstances tout à fait exceptionnelles. Je te dis 2 mots des circonstances. J'étais en Ardèche, j'habitais tout seul dans une grande maison que j'avais reconstruite, et je venais de participer à une assemblée internationale qui avait été organisée par les Nations Unies à Sèvres, qui rassemblait 17 nations occidentales qui commençaient à avoir des problèmes avec la jeunesse. Ça se passait en 1973 et grosso modo, l'ONU se disait, on voit apparaître les ravages de la toxicomanie qui se répandent et qui est en train de pourrir toute la jeunesse occidentale. Il nous faut faire le point là-dessus, essayer de comprendre quelles sont les causes et si possible y remédier. Donc, l'ONU avait organisé donc cette rencontre internationale entre des représentants, disons, de l'establishment et des gouvernements occidentaux, et la contre-culture, des représentants de la contre-culture dont je faisais partie. Moi, j'étais secrétaire national du mouvement communautaire et j'avais été et je représentais la France à ce colloque. Lors de mon intervention, on avait comment dire, il y avait des cabines avec des interprètes qui faisaient de la traduction simultanée. Bon, lors de mon intervention, apparemment j'ai suscité pas mal d'intérêt et le secrétaire des Nations Unies à la fin est venu me trouver. C'est les Nations Unies délégation européenne, c'est l'ONU Genève. Okay. C'est pas, donc le représentant de l'ONU qui est venu me voir me dit, bon, est-ce que vous seriez d'accord pour écrire un article résumant ce que vous venez d'exposer? Cet article serait publié dans le bulletin des Nations Unies, qui est diffusé sur 40 nations. Et donc votre article serait traduit en 4 langues. Donc c'était un enjeu considérable. Il ne s'agissait pas pour moi d'écrire n'importe quoi. Alors j'ai dit, bon d'accord, le colloque étant terminé, je rentre chez moi en Ardèche, j'avais cette commande à honorer, je m'enferme à double tour pour pas être emmerdé, pas gêné, c'est-à-dire que ma porte d'entrée était verrouillée, les petites fenêtres Cévenol donnaient sur du vide, personne ne pouvait rentrer. Et j'étais en train d'écrire cet article. Bon, j'y travaillais déjà depuis plusieurs jours. J'étais dans un état de concentration mentale assez fort. Et j'en étais arrivé à un moment où je traitais de l'éthique
et des origines de l'éthique, c'est-à-dire sur quoi se fonde notre notion du bon et du mauvais, du bien et du mal, certainement pas sur la loi des hommes, mais sur autre chose de plus fondamental. Autrement dit, nous ne sommes pas que les fils de l'homme ou les enfants nous sommes aussi autre chose. Et c'est cette autre chose, dans cette autre chose que se trouve sans doute la source même de notre capacité à juger du bien et du mal, bien au-delà de la loi des hommes. C'était une, comment dire, c'était une affirmation assez scabreuse parce que elle relativisait l'importance des législations humaines qui sont fluctuantes selon les cultures, selon les âges, selon les époques, etc. Et une loi d'aujourd'hui ne sera pas la même demain, donc ce n'est pas fiable. Je remettais tout ça en question avec ce qui va avec, c'est-à-dire les juges, les avocats, les greffiers, toute la jurisprudence qui vit sur le respect de ces lois, disons, opportunistes. Et je me dis, attention, ce que je vais écrire est grave. Est-ce que j'ai le droit d'écrire ça? Et c'est là que il me dit, écris-le. Oh. C'est là qu'il est apparu, quoi. Il n'a pas dit ni bonjour ni bonsoir. Il est là, hop, devant moi, et il dit, écris-le. Mais du coup, est-ce qu'on est bien en train de parler des psychédéliques? De parler de ce truc de l'ONU, il voulait légiférer contre les psychédéliques et toutes les drogues psychédéliques, c'est ça? Oui, non, mais attends, je comprends pas la question. On parle là, tu bossais pour faire un article pour l'ONU, c'est ça? Et l'ONU voulait légiférer contre les psychédéliques. Tu as parlé des drogues, tout ça, tout à l'heure. Je répète qu'il y avait, on commençait notamment avec le mouvement hippie. Oui. Et toutes les communautés, la plupart des communautés étaient fascinées par des expériences avec le LSD, ouais. Avec le H, avec la marijuana, etc. Mm-hmm. Bon, ok. Ce n'était pas encore forcément des drogues dures. Non, mais des champignons, tout ça. Oui, il y avait de ça. Bon, toujours est-il que les signaux d'alerte au niveau des gouvernements s'étaient mis en branle. Il y avait danger de pourrissement généralisé de la jeunesse occidentale. Mm-hmm. Bon, ça représentait un danger effectivement réel, à savoir quel genre de société succéderait à la nôtre. C'est des drogues qui ouvrent les consciences et qui relient justement au sacré et qui peuvent relier justement au Christ et tout ça. Mais bien entendu. Et du coup, c'est pour ça qu'ils étaient contre. On aurait pu, il y aurait plus de moutons si tous les gens en prenaient. Mais par exemple, il y avait sur ces usages bénéfiques ou soi-disant bénéfiques de certaines drogues. Je ne dis bien pas toutes, mais certaines. Bon. Aldous Huxley avait déjà traité le problème et Timothy Leary avait également traité le problème. Bon, indiquant que il y avait effectivement là une entrée
prospective qui pouvait porter ses fruits et nous apporter des connaissances qui, d'ordinaire, dans notre vie habituelle, matérialiste et temporelle, ne se trouvent pas. Oui. Ou avec beaucoup de travail, de méditation. Ou avec beaucoup de travail. Donc, au lieu de prendre l'escalier, on prend l'ascenseur. Oui. Bon, alors pourquoi pas? Pourquoi pas? Mais toujours est-il que ce n'était pas le souci. Ce n'était pas le souci de ces représentants des gouvernements occidentaux. Pour eux, il fallait que la société continue à participer à la production générale. Oui. Bon, que les affaires marchent, hein, que l'on vende et que l'on achète, que l'on produise, et que certains engrangent les bénéfices. Ouais. Bon, c'était ça leur truc, oui. C'était ça leur problème. Bon, on est toujours dedans. Et on est toujours dedans. On est toujours dedans. Alors, c'est pour cette raison que l'on était, comment dire, qu'il y avait eu cette confrontation générale. Bon, moi, l'article que j'ai fait, il a effectivement été publié. Est-ce que ça a fait changer les choses? Aucun résultat. Bon, le système est tellement puissant que c'est... Aucun résultat. Au moins, le directeur de l'ONU a été tout à fait réglo. C'est-à-dire qu'il l'a vraiment publié. Il l'a vraiment publié dans les conditions qu'il avait indiquées. Mais aucun écho. Ouais. Et moi, bêtement, parce que j'ai un côté complètement naïf, je me disais, si le Christ m'a dit écris-le, hein, c'est quand même pas pour des prunes, c'est-à-dire qu'il va se passer quelque chose. Ouais. Hein. Mais tu sais que maintenant, en ce moment, il y a vraiment, c'est en train de tomber en disgrâce. Ces lois anti-drogue de l'époque des années 70, il y a des documentaires, il y a vraiment un renouveau de la recherche, il y a des thérapeutes qui sont en train de travailler justement avec ces psychédéliques, avec toutes ces drogues qui sont plus du tout en mode rejet, mais qui vont commencer à être légalisées. Et partout dans le monde, surtout les Américains en ce moment, tout ça, ça arrive en France avec Olivier Chambon. C'est génial en fait. Et j'ai appris il y a pas longtemps, tu vas peut-être halluciner, que voilà, dans un livre de Stefan Schillinger qui s'appelle La sagesse interdite, qu'en fait le Christ, c'était quelqu'un qui donnait en fait une potion, comme une drogue, qu'on appelle une drogue maintenant, hein. Et ben et tous les gens qui en prenaient, en fait ils rencontraient Dieu. Et c'est comme ça qu'il a fondé le christianisme de base, qui a été récupéré après par les Romains et tout ça, et qui a été du coup dévié. C'est pour ça qu'il est apparu, c'est incroyable. Tu te rends compte? C'est incroyable. J'ai plein de frissons quand tu m'as dit. J'ai fait le lien là avec ce livre. Je te le ramènerai si tu veux, je te jure. Oui. C'est fou. C'est fou. Alors, c'est intéressant ce que tu dis à propos des Romains, parce que j'étais intrigué quand même par l'histoire du Christ, l'histoire réelle. Et je me suis rendu compte que le christianisme authentique n'a vécu que 70 ans. Wow. Et que, après, ça a été totalement dévoyé. Et qui est le responsable? C'est celui qu'on appelle Saint Paul de Tarse, qui était romain, qui n'a jamais rencontré le Christ, qui au départ, en tant que romain, faisait la chasse aux chrétiens et qui a changé complètement de redingote ou d'uniforme, quand il a eu sa crise
d'épilepsie sur la route de Damas et soi-disant vécu une révélation qui l'a converti d'un seul coup au christianisme. Mais un christianisme qu'il n'avait pas compris, et un christianisme dont il est devenu l'interprète faussaire et le prosélyte, et en tant que Romain, avec une liberté de déplacement garantie par l'occupant romain, et surtout une énergie personnelle qui fait que, et aussi un sens des compromissions et des arrangements, ce qui fait que dès le départ, il a commencé à négocier avec les pouvoirs en place des arrangements lui permettant de continuer sa propagande. Et ça a été donc la naissance progressive du catholicisme ou de l'interprétation faussée d'un christianisme qui en fait n'avait vécu que 70 ans, jusqu'à ce que cette espèce de traître, quoi, c'est comme une taupe, en fait. Empare. Ouais, incroyable. Ben écoute, La sagesse interdite, vraiment, je te recommande. Comment ? La sagesse interdite, ce livre, je te recommande, tu vas... Oui. Peut-être que tu auras une pièce du puzzle en plus par rapport au Christ et par rapport à ce travail que tu as fait dans les années 70, quoi. Oui, oui. Ah ouais. Ce livre-là, il a changé ma vision. Tu vois, il a mis une pièce du puzzle dans mes recherches. Et du coup, alors maintenant, ça a été... on est seulement aux années 70, tu as peut-être eu encore d'autres expériences, j'imagine, qui t'ont fait philosopher et écrire tous tes livres aussi. Tu vois, c'est vraiment marrant. Il y a des trucs drôles. En Ardèche, le mouvement des communautés, ça a capoté très vite. Bon. Pendant 1 an, j'ai tenu le secrétariat donc du mouvement communautaire. Et j'ai été vraiment extrêmement actif. Et j'en ai vu passer des centaines et des centaines qui se sont installés. J'étais organisé, j'avais une carte de France, je savais où il y avait des possibilités d'acheter des ruines ou des maisons pas chères, des villages abandonnés, etc., en Ardèche, en Ariège, dans la Drôme, enfin, tous les départements du Sud. Et bon, donc ça a vécu ce que ça a vécu, et quand ça a capoté, j'avais juste de quoi me racheter une ruine dans un hameau abandonné en Ardèche. Et je me suis installé là, et il fallait vivre de quoi ? Eh bien, je me voyais très bien menuisier. Ah, c'est drôle. Pourquoi ? Et parce que le bois, il avait travaillé le bois. Et qu'en travaillant le bois, je serais toujours un peu avec lui. Je vois, c'est chouette. Et alors, j'ai eu quand même une certaine chance, c'est ce qui prouve quand même que je crois quand même que je suis protégé, quoi. J'ai le sentiment que je ne sais pas comment il fait, mais quelque chose, une sorte de protection. Oui, alors donc j'étais dans la merde la plus complète, quoi. Bon, c'est-à-dire que j'avais plus rien. Il me restait un euro. J'ai vécu pendant 15 jours avec ma copine. On avait 1 euro. On pouvait pas le dépenser. On ramassait des vieilles châtaignes et on se faisait des soupes d'ortie. Enfin, on bouffait ce qu'on pouvait bouffer. Et
On avait quand même la télé, une vieille télé, et un jour ma copine me dit, Christian, je crois qu'il y a une de tes musiques qui passe à la télé. Je dis, c'est pas possible, j'ai rien fait. Bon, depuis les communautés, je me suis pas occupé du tout de la musique et du showbiz et tout ça. Et elle dit, si, je t'assure, c'est une émission sur la préhistoire, ça s'appelle L'Aube des Hommes. Bon, je vais voir. Oui, je vais jusqu'à la fin. Et à la fin, le générique, ma musique Bon. et mon nom sur l'écran, grand comme ça. Merde alors, je me dis, c'est ça, mais je n'ai rien fait, comment ça se fait? Mais comment ça se fait? Et je me renseigne, il y avait 18 émissions prévues. L'Aube des Hommes, droit d'auteur sur le générique au début, rebelote, droit d'auteur sur le générique en fin de vision, par 18 fois, ça allait me faire quand même pas mal de droits d'auteur. Et qu'est-ce qui se passe? Un des copains, aussi implanté comme ça, comme moi, à la Sauvage en Ardèche, me dit, tu sais, il y a un menuisier à Bessèges qui aimerait bien te connaître, parce que il fait de la musique lui aussi, et il sait que tu habites là. Enfin, je lui dis, je lui ai expliqué, et il aimerait te connaître. Je dis oui, volontiers. Et du coup, je lui ai passé le marché, je lui ai proposé, je lui ai dit, bon voilà, moi j'ai envie d'apprendre la menuiserie. Est-ce que tu serais d'accord pour m'apprendre? Il dit, oui, mais enfin, bon, moi je peux pas te payer, hein. Je peux pas prendre un salarié en plus. Je dis, non, mais non. Il ne s'agit pas de ça, je veux simplement apprendre le métier. Bon. Je réfléchis, il dit, je peux te prendre au noir et est-ce que 10 francs de l'heure, ce serait suffisant? 10 francs de l'heure, écoute, oui, à la fin d'une journée de 8 heures, ouais, ça me dépanne bien, hein, en attendant que les droits tombent. Et j'ai travaillé comme ça, j'ai travaillé pendant presque 6 mois chez lui, dans son atelier, et chaque jour, il me donnait un boulot nouveau, et il m'a tout appris de la menuiserie. Et au bout de 6 mois, je lui ai dit, à ton avis, je suis mûr je peux m'installer à mon compte? Il me dit, je crois bien que oui, mais si tu veux, je te fais passer un examen entre nous. Tu viens dimanche avec ta copine, on mange ensemble, je te passe ma commande, tu es tout seul dans l'atelier, et à la fin, je viens voir où tu en es. On a fait comme ça, et à la fin, bon, il m'avait commandé une petite fenêtre à 4 carreaux, et il est arrivé, il prend la fenêtre, il ferme, il prend son équerre, il mesure, il dit, bon, eh ben, tu peux t'installer. Voilà. Et donc, voilà, pendant 15 ans, j'ai fait de la menuiserie. Ah ouais. C'est génial, hein, cette belle synchronicité de trouver un musicien. C'est bien, hein? Ouais, c'est super, hein? Génial. C'est beau la vie, hein, quand elle est comme ça, quand elle t'apporte comme ça tout ce que tu veux. C'est chouette. Hein? Ouais. T'es aligné, quoi. Et c'est vrai que la menuiserie, j'aimais bien. J'aime le bois. Et je continue à travailler du bois. Je fais de la sculpture. D'ailleurs, oui, j'allais te dire ici, chez toi, il y en a partout. Il y en a là-haut, il y en a là. Ouais. Il y en a là. Il y en a une autre qui est cachée là. Ouais, c'est joli. Bon, il y en a partout. Quoi. Dans le jardin. Oui, dans le jardin. Oui. Et alors, enfin, voilà. Donc,
Et maintenant, bon, je continue la sculpture, ok, c'est bien, la peinture aussi, mais c'est surtout l'écriture et puis la musique. Là, je passe avec un chanteur qui est également compositeur. On vient de sortir un album, un CD, avec 12 de mes chansons. On en prépare un autre, un deuxième. Oui. Et ça va, ça me plaît, je produis. Quand tu composes et quand tu crées, par exemple, tes sculptures ou quand tu écris, est-ce que tu pourrais dire que ça vient d'ailleurs? Ça vient de là-haut? Ou est-ce que c'est un truc où tu es dans un état de grâce quand tu crées, peut-être? Alors, j'ai envie de te répondre, ça vient pas de là-haut, ça vient d'en bas. Ah, ah oui? Je vais t'expliquer. Oui. Tu sais, cette réflexion-là, ça vient de là-haut. Ça révèle à quel point on est imbibé. De christianisme. Oui. On s'imagine que tout vient de là-haut, mais ça vient pas de là-haut. Ouais, on n'est pas inférieur. Ça vient d'en bas. Ça vient quand je dis en bas, ça vient des racines. Et les racines puisent dans la source. C'est-à-dire, ça vient, à un moment j'ai parlé de la substance éternelle. Ça vient de là. Ça vient de là. Donc, ça vient, quand je suis sur une sculpture ou une peinture, je ne réfléchis pas. Oui. Je laisse venir. C'est comme la sève qui monte dans les plantes, dans les arbres. Bon, j'attends que la sève monte. C'est pour ça que je préfère dire ça vient d'en bas. Je vois. Excellent. Excellent. Donc, oui. Ça fait déjà très très longtemps qu'on est en train d'enregistrer. Je crois que ça sera l'épisode le plus long de Curiologie. C'est génial. Tu vas pouvoir couper. Alors, tu veux que je te parle du diable? Allez. Oui. Alors, toujours en Ardèche, je fais de la menuiserie, je fais aussi de la sculpture sur bois. Et un jour, je récupère un tronc calciné de châtaignier, je l'amène à l'atelier et je me dis, je pourrais peut-être en faire un fauteuil de ce tronc, un grand, chouette fauteuil. Et je me mets au travail. Et au fur et à mesure du boulot, je commence à voir, je ne sais pas pourquoi, mais je vois les cornes du diable, je vois au niveau des pieds du fauteuil, des pieds fourchus, et je me dis, tiens, c'est parti pour faire un diable, quoi. Eh ben, allons-y. Alors, j'y vais à fond la caisse. Je travaille donc plusieurs heures et même quelques jours. Et arrive à la fin, le fauteuil est en place. Il y a tous les ornements ou tous les accessoires diaboliques sont en place. Et je me dis, et le diable, voilà ce que j'en fais, je m'assieds dessus. Oh. Et je m'assieds sur le fauteuil. Fier de moi et bien content. Et rien ne se passe jusqu'au soir. Et la nuit, à 3 heures du matin, je me réveille. Il y avait quelqu'un dans mon lit, à ma droite. J'avais fermé la porte de ma chambre à clé avant de... J'entends... Ça respirait. Ça sentait pas tellement bon. Et je sens une main qui arrive, qui se pose comme ça. Je commence à me
payé une pétoche, mais pas possible. Et le diable m'a dit, je suis pas si méchant que ça. Je suis pas si méchant que ça. Je ne te veux que du bien. Mais il faut pas se moquer de moi. Il faut pas. Ça ne me plaît pas du tout. Et il commence à me caresser comme ça. Oh, putain de temps, une trouille, mais terrible. Et je sentais qu'il était en train de me prendre. C'est ça qui était terrorisant. C'était que j'étais aspiré, quoi. Et à ce moment-là, c'était mon réflexe de défense. J'ai appelé le Christ au secours. Et ça a été immédiat. Immédiat. Ça s'est relâché. Et je peux dire qu'en 3-4 minutes, la place à côté de moi est devenue vacante. Il n'y a plus personne. Terminé. Et voilà, mon aventure avec le diable. Et, oui, pas si méchant que ça, mais... Mais c'est quand même pas terrible. Hein. Mais pas drôle, pas marrant. Ça te donne pas envie. D'habitude, j'ai toujours, pour conclure, une demande, c'est qu'est-ce que tu dirais aux personnes qui veulent cheminer dans leur spiritualité? C'est vrai qu'au final, on a parlé de plein de choses, pas forcément de spiritualité en elle-même, mais... Écoute, moi je veux pas profiter de ça pour faire ma publicité, mais je suis quand même obligé de te répondre. Sincèrement, les derniers essais que j'ai faits devraient pouvoir aider à comprendre. À comprendre, à illustrer, et comment dire, à organiser ou réorganiser certaines pensées, puisque la plupart des bouquins auxquels je pense sont le fruit d'un travail, disons, appliqué. Enfin, c'est pas n'importe quoi. C'est un boulot sérieux, quoi. Bon. C'est quoi leur titre? Tu peux nous dire leur titre, ceux auxquels tu penses? Je vais donner une liste. Je mettrai en légende. Il y a par exemple de la quantité à la qualité. Bon, ça c'est un petit bouquin où déjà on commence à parler d'éternité. Mais il y en a un autre qui fait, du coup, très tracassé par l'histoire du christianisme écourté et aussi par mon vécu avec le Christ. Donc, j'ai fait un autre bouquin qui s'intitule L'Évangile libertaire. D'accord. Un autre qui s'intitule Dieu au naturel. D'accord. C'est-à-dire, je pose une question sacrilège, à savoir quelle est la nature de Dieu. Intéressant. Et Dieu au naturel. Et je trouve que, bon, pour moi, ça coïncide parfaitement. C'est-à-dire que l'image qui a été faite d'un Dieu créateur, alors qu'il n'y a rien à créer, puisque tout a toujours été. Bon, et qui serait extérieur au monde, ce qui est le point de vue donc des 3 religions monothéistes, catholiques, islamiques et juives, c'est vrai. Qui sont pour moi, 3 calamités. Ouais. Parce qu'elles mettent Dieu hors du monde. Au-dessus surtout.
alors que la divinité est dans le monde et que c'est un de nos rôles que de la faire apparaître. S'il y a un sens à notre existence, c'est probablement celui-ci, c'est faire apparaître la divinité qui gît en nous-mêmes dans notre composition élémentaire, originelle, éternelle, c'est-à-dire au plus profond de notre substance. Nous pouvons, c'est notre travail, ça devrait être notre travail, c'est faire apparaître cette divinité, qui n'est plus à ce moment-là une divinité d'ordre supérieur, qui ne crée pas, qui ne juge pas, non, qui harmonise. C'est totalement différent. Oui. Ah oui, je suis totalement d'accord avec ça. Ça, pour le coup. Oui. Bon, enfin voilà. Et puis, bon, j'en ai quelques autres. Bon, je fais des. Je pourrais mettre une petite liste en légende, ouais. Écoute, c'est simple. On sort. Je t'en montre un certain nombre. Je vais te laisser une liste, peut-être, si tu veux. Ouais. Bon. Et du coup, qu'est-ce qu'on peut dire aux auditeurs? Je dis, voilà, merci beaucoup pour votre écoute. Ben oui, merci. Pour moi, ça a été un moment très agréable. Très agréable. Bon. Pour moi aussi. Un moment où j'ai été quand même sacrément ému. Oui. Merci pour ton authenticité, c'était vraiment, vraiment chouette. Bon, c'est sympa. Et merci à tous pour votre écoute. J'espère que vous avez adoré autant que nous. Et je vous dis à très vite pour un nouvel épisode de Curiologie. Tu as vécu un éveil spirituel et tu as envie de le partager? Contacte-moi via le compte Instagram de Curiologie. Si tu trouves que le podcast est utile, soutiens-le en laissant un commentaire. Tu peux aussi le partager à toutes tes amies connectées. À très vite pour un nouvel épisode de Curiologie.